Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation dans ce colloque qui est franchement vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et je m'excuse tout d'abord pour mon français qui n'est pas parfait. Alors, je vous demande de vous patienter à propos de ça. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de projets et ressources architecturales, urbaines et environnementales, durabilité et durée. C'est quelque chose qui semble un peu loin du thème d'aujourd'hui, mais en réalité, on parle de l'histoire de la ville et du rapport entre le projet et la ville, le projet d'architecture et la ville. Et je pars de ce point que la dynamique d'urbanisation actuelle qui caractérise les villes du monde inscrivent le projet dans une perspective nouvelle qui se déroule dans le cycle de vie de la ville, du bâti, des paysages et des territoires. Cette perspective correspond à la prise de conscience de la finitude des ressources et de l'urgence liée au changement climatique. L'introduction du terme « fin », finitude des ressources, fin de vie, etc., constitue un changement substantiel de perspective et de paradigme auquel la conception architecturale doit aujourd'hui être confrontée. En même temps, il fait appel à un bon nombre de nouvelles notions qui sont récemment entrées dans le lexique du projet, comme celle de réduction, de résilience, de réparation, de circularité, de recyclage, de régénération, qui renvoient à la réversibilité des processus, à la préservation des ressources, au développement durable, ainsi qu'à une série de mots-clés et d'actions, et voir aussi les protocoles, comme le LEED, et par exemple le Living Building Challenge, etc., qui mettent en avant les politiques récentes en matière de durabilité. Dans ce cadre, on doit même considérer les termes des 17 objectifs de Sustainable Development Goals de l'agenda 2030 pour le développement durable, ou le mot-clé du New European Bauhaus, Beautiful, Sustainable Together, est appel à la réflexion et à la déclination dans le domaine du projet. Alors, on a des mots, on a un horizon qui est changeant. Alors, c'est ici, voilà. Il y a donc 3 aspects sur le terrain que j'aimerais aborder aujourd'hui, car je crois qu'ils caractérisent un nouveau contexte et surtout un changement de paradigme dans lequel évolue la conception architecturale et urbaine et au sein de laquelle s'articulent des positions et des approches différentes. Alors, le premier, c'est le thème de la finitude des ressources, car le projet architectural et urbain doit agir en perspective sur un double front. Le premier, c'est la cohérence des choix techniques par rapport aux ressources énergétiques et environnementales et des reconnaissances et des valorisations des ressources qui sont déposées sur le territoire pour leur meilleure préservation dans un cadre de circularité et de réversibilité des processus. Ainsi, le deuxième problème, c'est, outre l'attention nécessaire pour limiter la consommation des ressources naturelles, énergétiques et géographiques, il est nécessaire de reconnaître le patrimoine composite des ressources architecturales, urbaines et environnementales. Il s'agit d'un gisement particulièrement important en Europe. Il y a un deuxième niveau qui est la modification de l'idée de durée. En bref, le passage d'une idée de durée comme fondement et objectif de la construction, c'est-à-dire l'idée d'une durée éternelle, à l'idée d'une durée planifiée, d'une durabilité, se référant à la perspective de cycle de vie
des villes, des établissements, des artefacts, des matériaux, dans une perspective de développement durable. En fait, la superposition et les différentes connotations temporelles qui affectent la structure de l'espace peuvent être attribuées à des dynamiques complexes. La compression spatio-temporelle, comme l'appelle David Harvey, générée par l'accélération de la praticabilité des espaces, par la superposition des réseaux matériels et immatériels, par la simultanéité des événements, a un effet décisif sur l'utilisation de l'espace urbain et d'habitat contemporain, sur sa durée et sur les modalités de sa transformation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il convient de réfléchir à la manière dont le terme de durée peut prendre sens dans le cadre d'une redécouverte de la dimension cyclique du temps historique, liée à la nécessité d'interrompre la dissipation des ressources et de promouvoir le développement durable. Enfin, il y a la réapparition dans le discours sur l'architecture et la ville de métaphores organiques puissantes, précisément le thème de la vie ou de la fin de vie des bâtiments et des villes, est aussi le thème de la renaturalisation concernant les sols et les bâtiments urbains, ainsi que l'utilisation et la recherche de matériaux naturels. Au sujet de ça, si quelqu'un de vous a visité la Biennale, il y avait le pavillon beige dont j'ai pris cette image, qui était basé sur la démonstration de l'utilisation de matériaux de ces mycéliums. Le mycélium est un matériel nouveau qui est fait par, qui s'appelle aussi cuir fongique, et ils se produisent par les racines de champignons. Mais là, c'était assez étonnant, ce pavillon, puisque l'aspect de ce matériau, c'était entré dans cette salle que vous voyez ici. Non, ça ne marche pas. Oui. Celle-là. Qui avait l'apparence de la pierre, c'est-à-dire que quand on entrait là, ça semblait des travertins. Et puis, en fait, ce sont des matériaux naturels. Et la chose qui est intéressante pour faire voir quelle est l'idée même de travailler d'une recherche qu'il y a maintenant sur les matériaux naturels, c'est la dernière phrase de ce petit texte qui est sur la régénération, et qui disent que dans les applications actuelles avec des matériaux à base de mycélium, l'organisme fongique est usuellement tué à la fin du processus de génération. Mais que se passe-t-il si nous maintenons l'organisme en vie pendant l'utilisation du matériau? Pourrions-nous lui faire confiance pour qu'il puisse se régénérer? Il pourrait s'auto-réparer et prendre lui-même en charge sa propre continuité, voire nous réserver quelques surprises. Alors ça, c'est même paradoxal. Ce n'est pas seulement l'idée que ce genre de matériel peut revenir bien à la Terre, mais qu'il peut vivre par soi-même. Alors là, c'est exemplificatif d'un nouveau monde de métaphores organiques qui est assez puissante. Et maintenant, c'est une matière d'étude. Alors, encore sur les ressources, la question de la finitude des ressources est centrale, car la conception architecturale et urbaine est confrontée à la nécessité, à différentes échelles, d'identifier et d'établir une relation correcte avec les ressources existantes et potentielles. Le terme ressources, dans l'usage courant, décrit le lien entre la disponibilité des ressources et la satisfaction des besoins, qui varie considérablement en fonction des conditions économiques et culturelles de contexte. Le terme ressources coïncide en général avec l'élément le plus grave ou le plus menacé
et renvoie donc directement à la question de la rareté. Le terme ressources incorpore en outre le travail, en termes de compétences intellectuelles et techniques ainsi que de travail manuel, et ne coïncide donc pas avec la matière, c'est-à-dire la condition naturelle de départ, mais indique un processus de transformation et d'artificialisation. La reconnaissance des ressources architecturales, urbaines et environnementales implique la nécessité de la compréhension et de la description de la manière dont le temps était inscrit dans les formes bâties, ou plutôt de la manière dont la dynamique entre la persistance et la variation des morphologies caractéristiques se manifeste au cas par cas dans la ville, ainsi que la persistance de la forme architecturale et de sa capacité d'adaptation à des usages qui changent au fil du temps, ainsi que la persistance des figures de l'architecture urbaine par opposition à l'effacement, démolition des bâtiments et des tissus urbains qui, en peu de temps et parfois de manière spectaculaire, sont précipités parmi les territoires abandonnés, attendant d'être reconfigurés et rendus à la vie urbaine. Alors le temps et l'histoire tracent le caractère de l'arrière-plan sur lequel le projet architectural intervient. Et l'assomption ou non de cet arrière-plan et les manières possibles de le déchiffrer sont des questions fondamentales aujourd'hui. Il s'agit d'une stratégie possible, applicable au contexte contemporain, souvent présentée comme indéchiffrable, car investie par des processus d'obsolescence qui en effacent le caractère ou, à l'inverse, dansent en traces bâtiments, figures et matériaux urbains. Alors donc, le thème de la durée qui entre dans ce discours dans une manière importante. Alors l'idée de la durée, si on part du concept de aion, chromos et kairos, peut être située parmi les formes de temps que les Grecs anciens avaient déjà esquissées, c'est-à-dire entre le temps long de la vie, le temps chronologique et le temps des événements, qui se consomment dans l'instant et dans le présent. Comme ça, la durée, c'est un fondament de l'architecture. Le concept de durée est à la base de l'architecture, fixant son lien avec le temps et l'espace. Sa déclination dans la théorie de l'architecture est continue, elle devient un paradigme incontournable. La question de la durée peut être lue à partir de deux grands ensembles de problèmes, qui sont d'ailleurs étroitement liés. D'une part, il faut considérer les dynamiques de transformation de l'espace physique, de la ville, des territoires, des paysages, c'est-à-dire des contextes, des lieux où la construction et l'architecture se manifestent. C'est l'horizon opérationnel du projet, inextricablement lié à la manifestation même et à la prise de forme de l'œuvre architecturale. D'autre part, il s'agit de l'objectif même du bâtir, d'où la fixation paradigmatique de la durée comme fondement de l'architecture. Comme ça, le premier terme du problème, c'est le rapport entre la durée, la mémoire et la transformation. La durée peut être comprise comme une transition et une mémoire, non pas personnelle, mais interne en changement, une mémoire qui prolonge l'avant dans l'après et nous empêche de tomber dans un présent éternel. Comme l'écrit Bergson, ce qui nous entoure dure, mais le changement de conditions limite peut conduire à l'expérimentation et à la juxtaposition de durées multiples, rythmées différemment. De plus, les figures et les formes décrites par l'histoire de choses occupent le temps étant de types de durée très différentes des temps biologiques et du temps propre de la vie sociale et humaine, nous dit Kubler. Alors encore la durée comme objectif du bâtir. Les conditions récentes de production de l'espace habité, du marché et de la circulation des médias
ont sapé la durabilité en tant qu'objectif principal et substance éthique du bâtir. La durée en tant que fin de la construction était remise en question par les instances mêmes de la modernité, qui selon Baudelaire est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immutable. En toile de fond d'une discussion sur l'idée de durée se trouve inévitablement le développement de l'idée de progrès, le moteur de la flèche du temps moderne, dominé par l'irréversibilité des processus où l'innovation ne peut appartenir au temps cyclique, caractérisé au contraire par la récurrence et la rétroaction. Après tout, la modernité a sapé la validité du passé et de la continuité historique, et l'idée de durée apparaît incongre dans un univers fragmenté et individualisé. Comme ça, durée, structure, conjoncture, événement. Difficile de parler de la durée en France, puisqu'il faut parler de Fernand Braudel. Alors je parle de ça chez vous. Ça c'est difficile, mais j'essaie, puisque je considère très important cette contribution, je dois dire, avec toutes les études d'histoire et de géographie, c'est une contribution très importante pour les études sur la morphologie et sur la typologie en Italie. C'est une partie importante de notre culture spécifique disciplinaire. Alors la construction de l'espace physique passe par de multiples couches temporelles et les formes de l'espace habité sont caractérisées par des degrés variables de persistance et d'obsolescence. L'interprétation de cette dynamique renvoie du côté des études historiques à l'essai fondateur de Fernand Braudel, Histoire et sciences sociales, la longue durée, qui a été publié en 1958 dans les Annales. Et Braudel traite de différents rythmes de l'histoire et du déroulement parallèle de différentes significations du temps. Le temps individuel de l'événement, le temps social des cycles, le temps qui deviennent géographiques, c'est-à-dire le temps presque immobile des structures. Alors, les recherches de Braudel aboutissent à une tripartition de l'histoire qui fait référence aux structures, aux conjonctures et aux événements. Le temps de structure est celui de la longue durée, de la quasi-immobilité. Le temps de conjoncture coïncide avec les oscillations cycliques. Alors, Braudel fait une distinction importante. Il explique bien la durée possible de cycle et par rapport à la longue durée, à ce que est, dans certains sens, permanent ou qui devient un obstacle dans la transformation. Les temps de conjoncture coïncident avec les oscillations cycliques. Enfin, le temps et le statut de l'événement ont profondément modifié la manière de concevoir le temps de l'histoire. À côté de la longue durée et des fluctuations cycliques apparaît en effet le temps des innovations, un temps irréversible qui de local finit par devenir global, tout en changeant de nature à mesure qu'il s'incarne dans de nouvelles structures, ça nous dit Pomian. Alors là, j'ai mis certaines images qui représentent la superposition, le palimpseste. Aujourd'hui, on a parlé de ça, de la ville européenne. Et ici, des images que j'ai choisies. Hein? Pas seulement européenne, il faut dire. Mais ici, on est dans le contexte de la ville européenne, alors il faut souligner ça, mais pas seulement de la ville européenne. Voilà. Et celui-ci sont les études de Saverio Muratori sur Venise qui sont très importantes, sont une inauguration des études sur
sur la morphologie urbaine en Italie, et comme ça, voilà aussi ceux de Caniggia, je voulais le citer directement. Voilà, et puis il y a, cela, je vous le montre, puisque c'est quelque chose qui se rapproche avec le discours de mon collègue avant, et c'est une étude que j'avais faite il y a presque, c'était 2006 à peu près, pour le plan d'aménagement de Milan, et c'était une étude sur la forme des tissus fragiles de Milan. C'est un peu le contraire des Muratori. Ça c'est quelque chose qui va vers la direction individuelle, la dynamique entre ce qui persiste, qui est décrivé en blanc ici, avec les situations plus fragiles qui ont de couleurs différentes, qui décrivent l'âge différent, mais même les typologies différentes de Milan. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire encore au sujet de la durée comme concept fondateur de l'architecture? Que la déclination dans le temps de la triade vitruvienne comporte la durée comme terme constamment sous-jacent, notamment en raison d'une coïncidence initiale avec le concept de firmitas, indirectement avec le concept d'utilitas, décisif pour établir la relation entre la forme et la vie du bâtiment. Léon Battiste Alberti, en introduisant le deuxième livre de Re Edificatoria, consacré aux matériaux, traite enfin de la durabilité en tant que relation nécessaire et non conflictuelle entre l'architecture et les lois de la nature. Le concept de solidité, firmitas, pilier de la triade vitruvienne, est étroitement lié au problème de la durabilité. Pour Alberti, ce qui est construit ne doit pas aller à l'encontre des forces de la nature, ne doit pas dépasser les possibilités du constructeur, ne doit pas entrer en conflit avec les règles de la bienséance et de la commodité, ne doit pas manquer, il écrit, de probabilité de longévité. Palladio renforce encore le rôle de la durabilité en remplaçant le terme solidité par celui de pérennité. Il faut considérer trois choses dans chaque bâtiment, comme le dit Vitruve écrit Palladio. Ce sont l'utilité ou le confort, la pérennité et la beauté. Et puis, les traités successifs utiliseront des termes tels que pérennité, solidité, qualité de la construction. C'est quelque chose qui est continuellement récurrent. Et puis, on arrive à un thème qui m'intéresse beaucoup et qui concerne le rapport entre la modernité et la durabilité. C'est-à-dire, la question peut être: les hommes modernes peuvent construire des bâtiments durables? Le premier qui s'est posé cette question a été Marc-Antoine Lauger, qui est le premier qui a constaté la faible capacité des architectes contemporains à Marc-Antoine Lauger, à construire des édifices aussi durables que les anciens. Mais alors, il y a un thème qui entre et que je peux nommer comme l'emblématique de la durée. La référence de Lauger à la fragilité de la construction comme problème récurrent dans la modernité semble être un leitmotiv qui traverse l'histoire de l'architecture. Viollet-le-Duc, à l'inverse, affirme que pour l'architecte, construire, c'est, entre autres, donner à la chose construite l'apparence de la durabilité. Ça, je le trouve fantastique. L'apparence de la durabilité. Puisqu'on est évidemment dans un âge d'incertitude. Et alors, on arrive à certaines discussions qui sont de la fin des années
1990 avec Raphaël Moneo, qui affirme que les bâtiments du passé communiquent un sens de la réalité, une consistance que ceux d'aujourd'hui ne possèdent pas. Alors ça revient, ce thème que les modernes ne sont pas capables de bâtir quelque chose, l'impression, non, qu'on ne fait pas des choses durables. Alors Raphaël Moneo dit une consistance que ceux d'aujourd'hui ne possèdent pas, et que cette consistance a à voir avec la cohérence qui existe entre la forme construite et l'image. Alors c'est le thème de l'image qui entre avec une certaine puissance. De la fin des années 1990, le débat était alimenté par le thème de la relation entre le bâti et l'image. La production architecturale apparaît comme l'incarnation de contradictions énoncées par Viollet-le-Duc. La pérennité des bâtiments et des matériaux n'apparaît plus ni comme un fin, ni comme une représentation. Alors Monet a encore écrit « Les constructions récentes semblent appartenir au domaine de l'éphémère. L'économie impose une date de péremption aux bâtiments. Les bâtiments aujourd'hui sont conçus pour être démolis dès qu'ils ont fini de remplir leurs fonctions ou qu'ils ont perdu leur valeur. Même les matériaux utilisés aujourd'hui dans la construction semblent renforcer cette idée. Les techniques architecturales, au lieu de devenir plus durables, sont paradoxalement plus éphémères. » Alors là, j'avais mis une série d'images d'architecture que je considère intéressantes, comme architecture de résistance. Là, avant, c'était Moneo, et ici, c'est Gonzalo Birne. Alors, pour Moneo, comme pour Gregorti, l'affirmation de l'exigence de durabilité devient synonyme de rigueur, de défense contre les oscillations des modes, de l'autorité et de la prééminence de l'image, dont la production architecturale contemporaine est imprégnée. La longue durée renvoie, dans une perspective de résistance, à la consommation de l'image, à l'objectif d'un modus operandi du projet architectural fondé sur les principes de sobriété, d'économie et d'enracinement dans le lieu, avec une transcription significative dans le langage même de l'architecture. Gregorti écrit « Nous devons faire apparaître les choses de l'architecture comme elles ont toujours été là, acteurs inévitables du lieu. » Pour Vittorio Magnago Lampugnani, la durée physique de l'œuvre, en tant que présence réelle et permanente dans les paysages, signifie une défense contre l'incertitude, un rempart contre le changement continu, la confusion rampante, il écrit, le vide rampant des langages et l'incertitude croissante des valeurs. Ces positions révèlent la nécessité pour la conception architecturale de se réapproprier des pratiques qui s'opposent à la logique de la consommation et à la dissipation conséquente des œuvres et de l'environnement bâti, en se tournant à nouveau vers l'entretien, la conservation, la modification et la réutilisation, écrit Magnago Lampugnani, fin des années 90. Dans ce sens, il est possible de trouver une aspiration à établir une nouvelle esthétique de la durée. Se référant à la nécessité de préserver les ressources, où l'économie et la parsimoine deviennent des impératifs éthiques, nous écrit Magnago Lampugnani, qui peuvent être transformés en une instance esthétique, vers la sobriété de la forme, vers une qualité formelle et matérielle qui résiste à la consommation du temps, vers par conséquent une atemporalité substantielle de l'œuvre qui peut également être traduite dans la recherche linguistique. Mais là, voilà, c'était la fin des années 90, et puis le temps passe, et même, la situation même d'émergence environnementale
a changé les cartes sur notre table et maintenant un discours plus complexe, même plus complexe, s'est développé. Et chaque jour de plus, après la pandémie, après les crises récentes. Alors, le problème maintenant, à mon avis, se pose dans cette terre. On peut parler d'architecture à échéance, c'est-à-dire de la vie planifiée, de la production et de la consommation de l'architecture, et de la compréhension de le cycle de vie et du recyclage, en ce cas. La construction durable semble aujourd'hui dominée par la résolution de la dialectique entre production et consommation et tend à préfigurer un ordre possible basé sur la prédiction, c'est-à-dire sur l'identification d'une durée planifiée. Par conséquent, les projets tendent à définir le processus de construction, en référence à la production de matériaux et de composants, à la construction du bâtiment lui-même, à sa gestion, avec toutes les actions liées à la prolongation de sa vie, en termes d'entretien, de réutilisation, de récupération, de conservation, jusqu'à la mise hors de service du bâtiment et au recyclage de ses éléments constitutifs et de ses matériaux. Il y a donc une discontinuité claire avec l'idée de durée qui a imprégné la pratique de l'architecture au fil du temps. Un saut épistémologique qui a été déterminé dès le moment où le projet a commencé à prendre en charge dans ses prémices le thème de la fin de vie des matériaux, des composants et des bâtiments eux-mêmes. Ce processus est éminemment décompositionnel. Les composants, les bâtiments, le sol sont considérés dans leurs différentes durabilités, partiellement démontables, récomposables, reconvertibles. Les matériels arrivent de différentes parties du monde, vivant potentiellement dans des temps et d'espaces différents. Néanmoins, en tant qu'élément de réflexion, les liens entre l'usage, la vie de forme et le cycle de vie restent vivants. Donc, sur les structures persistantes, celles qui, comme les types dans les interprétations cycliques des transformations temporelles, constituent un facteur de résistance au changement et par conséquent incarnent la mémoire, la continuité, la squelette sur lequel s'articule la modification de l'environnement bâti. Alors là, au sujet du recyclage, cette image qui est la cathédrale de Acerenza, il y a eu aussi récemment une exposition très intéressante par Salvatore Settis à la Fondazione Prada sur le thème de Recycling Beauty. Ça, c'était intéressant, puisque c'est-à-dire que les matériaux, les morceaux, les œuvres d'art ont été variément utilisés et déplacés dans l'histoire. Et là, c'est une image qui se réfère à ça et qui nous parle d'une histoire longue et particulière de la permanence et de la mémoire. Le lien entre la forme architecturale, l'usage et la durabilité peut être décliné davantage si l'on considère l'aspect de la production des matériaux, des composants et de leur consommation essentiellement dissipative. La société de consommation se nourrit d'une dynamique dans laquelle nous avons commencé à survivre à nos objets, qui meurent devant nous, non pas par détérioration, car aujourd'hui nous pourrions les rendre vraiment immortels, mais plutôt par obsolescence. En fait, ils ne meurent pas, ils fonctionnent parfaitement, ils sont simplement dépassés par d'autres objets plus évolués. Des objets de plus en plus périssables nous entourent. La société de consommation se nourrit précisément de la destruction de choses durables. La consommation est également synonyme d'abandon, d'utilisation
discontinue. Le terme du recyclage, qui s'incarne à la fois dans la recherche sur les matériaux de construction, souvent sur les matériaux issus de la transformation de matières organiques et donc facilement recyclables, s'étend également à des échelles plus larges. L'abandon de plus en plus fréquent des bâtiments même récents nous parle d'une production et d'une croissance hypertrophique de la construction basée sur la consommation indiscriminée du sol. Par conséquent, le thème du matériau se déplace vers la considération du matériau urbain. Bâtiments, artefacts, tissus, espaces ouverts, infrastructures. Pour ça, je fais référence aussi à ces expos qu'il y a eu au Maxi à Rome en 2012 par Pippo Ciorra et Sara Marini sur Recycle. Et aussi à propos de la ville, par conséquent, qui doit être comprise comme une ressource renouvelable. Pour ça, je me réfère à certains écrits de Paola Vigano en 2013. Les pratiques de recyclage, de réutilisation et de régénération se greffent sur cette dynamique. Dynamique accélérée, construisant un arrière-plan différent de circularité pour le projet et pour les pratiques de la tradition solide et codifiée de la maintenance et à la restauration, à la conservation. En même temps, la construction durable devrait réagir le temps de la conjoncture, c'est-à-dire la durée du bâtiment par rapport à la détermination de son cycle de vie. L'évaluation de la durabilité d'un projet devrait en fait prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Le projet agit dans cette logique non seulement comme une conception et une configuration, mais aussi comme un acte de prospective capable d'identifier les phases du processus de construction, de gestion, de désaffectation et de recyclage. Chaque composant a une durabilité intrinsèque qui s'incarne dans une durée de vie effectivement déterminée par des modes d'utilisation. Dans cette perspective, la durabilité devient la clé qui permet d'opérer le lien entre technique et finalité dans une interprétation renouvelée de la firmitas vers la réaffirmation d'une logique de construction durable. Enfin, en conclusion, j'avais mis certains numéros d'images de projets que vous connaissez très bien, qui récupèrent de bâtiments ou de structures du paysage abandonnés ou peu utilisés ou qui sont en décadence pour des usages différents. Mais en conclusion, durée, permanence, continuation et développement durable en tant que condition du projet. Une perspective pour la ville européenne, on peut dire, mais même pour les autres. Alors, continuité et durée sont deux termes fondateurs dans lesquels l'architecture européenne est reconnue et qui ont fait l'objet d'une étude critique et méthodique approfondie, en particulier dans l'architecture italienne d'après-guerre, qu'a fixé le rapport incontournable entre l'architecture et la ville. Et ce terrain, c'est encore un terrain fructueux pour les études et pour les projets. Le second thème, c'est pour une réflexion, pour ouvrir une réflexion, c'est le problème de la durée entre la patrimonialisation, comme on l'appelle François Choët, et la modification continue. Alors la dynamique entre persistance et mutation et l'idée même de durée imprègne l'histoire de la ville occidentale
Les mutations rapides, la croissance accélérée et la concentration des métropoles mondiales se concrétisent à différentes époques et juxtaposent d'autres conceptions du temps et de l'espace à la notion occidentale de durée. Il en résulte des contrastes apparents, mais la coexistence réelle de deux conditions extrêmes. La patrimonialisation envahissante de l'existant, ça arrive, surtout dans les villes historiques, et l'altération continue des territoires contemporains, dont la Chine est le cas exemplaire, c'est-à-dire où on peut continuellement détruire et rebâtir. Ça est part aussi de la conception du temps en Chine, par exemple, où se suppose que l'éternité comme capable de révéler les aspects conjoints de la succession et de l'altération sans fin. Mouvement d'une part, éternité d'autre part, nous dit François Julien à propos de l'idée du temps en Chine. Autre aspect, l'extension interprétative des cycles de vie et les effets sur l'espace de la réduction de la consommation d'énergie et du changement climatique conduisent parallèlement à l'étude de la capacité d'absorption par les territoires des transformations, même ponctuelles. Et ça est bien représenté, à mon avis, par la métaphore de la porosité, que c'était de Walter Benjamin, mais puis a été reprise par Bernard Dosecchi et Paola Vigano en 2011. Et puis, le thème de la déconstruction, de la reconstruction des soins de la ville. Dans la dialectique entre les parties consolidées, dans lesquelles les traces et les significations sont condensées, et les parties labiles de la ville, dans lesquelles les déchets, les résidus et les ruines assument un rôle générateur, il semble possible de reconstruire des tissus de relations en trouvant des liens cachés et en activant des réseaux faibles. Ceci peut constituer le fondament d'une logique différente du projet dans les opérations de transformation. Intervention ponctuelle, travail sur les espaces relationnels dans une nouvelle perspective pour le urban design qui ne doit plus être compris comme un acte imposant, mais comme la reconstruction d'une nouvelle rationalité qui part de la reconnaissance des tracés, des sédiments et des structures implicites. Alors la ville se pose comme un texte par rapport à l'écriture architecturale. Comprendre le projet architectural comme une description et une écriture attentive des lieux semble donc nécessaire aujourd'hui. Le projet ne peut qu'évaluer la durée fluctuante des tissus et des bâtiments en assumant leur instabilité, en acceptant leur possibilité de réversibilité, en procédant avec soin à la résolution des conditions d'urgence qui, les différentes natures, et pour différentes raisons, caractérise de plus en plus les modifications des paysages et des zones habitées contemporaines. De cette manière, le projet peut assumer les rôles directeurs conscients des processus de reconstruction urbaine, de l'habitat, du paysage et de l'environnement. Bon, je vous remercie.